Bonjour les enfants, est-ce que vous voulez parler de jeux vidéo? Est-ce que vous voulez parler de Alice au pays des merveilles? Est-ce que vous voulez parler d'adaptation littéraire? Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de BRB sur les ondes de CFAC 88.3. Cette semaine, nous parlons du tout dernier jeu populaire sur les internets, c'est-à-dire de Undertale, ou, comme je l'ai prononcé à la fin de l'émission de la semaine passée, Undertale. Donc, je vais commencer par un peu présenter le jeu, ensuite présenter une espèce de théorie spéciale et ensuite voir comment la théorie s'applique au jeu. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, simplement parce que je veux m'en garder au moins un petit peu. Par contre, je peux vous dire que Undertale en tant que tel est un jeu qui s'inspire grandement de Earthbound pour la Super Nintendo Entertainment System. Et que c'est en gros aussi probablement pourquoi elle est si aimée que ça, parce que Earthbound avait quand même une histoire qui était remarquable. Bon, nous commençons en musique avec deux nouveautés sur le palmarès CFAC. En 9e position, Lebowski de Les Vétérans, et en 6e position, Oublié de Rosie Vallant. Je reviens tout de suite après, et vous êtes sur les ondes de CFAC 88.3. Nous venons d'entendre la chanson Lebowski des Vétérans ainsi que Oublié de Rosie Vallant. Re-bienvenue à BRB. Cette semaine, nous parlons d'un jeu qui a carrément enflammé le web ces derniers temps, qui est un jeu qui est un peu de style rétro, comme j'avais précisé juste avant la pause. C'est un jeu qui s'inspire énormément de Earthbound et de cette époque-là. Enfin, je peux même pas dire de cette époque-là, parce que Earthbound en tant que tel, dans les années 90, c'était déjà unique et le restait encore. Et donc, je peux même pas dire que ça s'inspire de cet âge-là des JRPG. Mais, il n'empêche quand même que c'est un JRPG dans le même sens que Earthbound l'était. Et jusqu'aux combats qui sont à tour. Comme j'avais dit, d'ailleurs, simplement pour être certain, le jeu est inspiré de l'ère 16-bit graphiquement, et tout ça. Donc, comme Earthbound, le personnage, vous déplacez sur la carte du monde, en fait pas sur la carte, mais sur le monde en tant que tel, et vous pouvez parfois avoir des combats qui sont tout à fait aléatoires, que ce soit dans les mêmes styles que d'ailleurs, encore une fois. Earthbound, ça s'est inspiré d'Earthbound. Je risque de le répéter quelques fois pendant la présentation du jeu. Final Fantasy, que ce soit Pokémon, pas Secret of Mana, je crois pas. Chrono Trigger, non, je crois que les autres aussi, les ennemis se trouvaient sur la carte en tant que tel. Donc voilà, ça s'inspire pas mal de cette ère-là, et les jeux, les combats eux-mêmes sont à tour. C'est-à-dire que l'autre attaque en premier. En fait, c'est vous tout le temps qui avez la première action et ensuite c'est l'autre qui réagit. Et lorsque vous êtes en combat, vous avez deux actions, deux possibilités d'action. Vous pouvez décider d'attaquer. Et lorsque vous attaquez, vous avez un autre baromètre, comme je puis dire, où le but est d'aligner la barre avec celle du milieu pour pouvoir faire le plus de dégâts possible. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'agir, ou act, comme le jeu le définit. Tous les personnages, pas vous, mais tous les personnages que vous rencontrez ont des possibilités d'action différentes. Que ce soit des boss, ou que ce soit des ennemis qui sont tout à fait normaux. Et il y a une possibilité de terminer les combats, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est possible de terminer le combat tout simplement en attaquant jusqu'à ce que l'ennemi ne soit plus. Ou de faire une série d'actions
de faire en sorte que le combat se termine sans que vous ayez à le battre nécessairement. Donc ça, c'est les deux excusez-moi, possibilités d'action que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'option d'agir, pour vous donner des exemples, vous pouvez décider de complimenter ou d'insulter quelqu'un avec un chapeau qui est extravagant, et dépendamment du personnage, ça peut être le chemin à faire vers le fait que le combat se termine ou non, ou ça aggrave la situation. Donc c'est intéressant, il faut penser un peu à la situation, à comment le monstre réagit lorsque vous faites ces différentes actions-là pour savoir si ça avance le combat ou pas. Donc quand même très très intéressant. Sinon, pendant le tour de l'ennemi, vous contrôlez votre propre cœur qui se trouve dans une boîte. Et le but, c'est de bouger le cœur en évitant les attaques de tout le monde. Et ça, c'est ce que vous avez à faire pendant un certain nombre de temps pendant votre tour, afin de ne pas perdre des points de vie, parce qu'évidemment, si vous perdez l'entièreté de vos points de vie, vous retournez à au dernier checkpoint, à la dernière sauvegarde du jeu. Ceci dit, le cœur d'Undertale se trouve surtout et presque exclusivement, parce que le gameplay c'est très intéressant, comment est-ce que ça renouvelle un peu le style tour à tour et tout ça, mais quand même, ça reste que c'est du tour à tour et ça peut devenir un peu agaçant, à mon avis. C'est Final Fantasy VII, quoi. Mais le cœur de Undertale se trouve surtout dans son histoire, que je vais vous raconter de manière très très large, parce que c'est vraiment un jeu que vous devez voir par vous-même. C'est pas quelqu'un qu'il faut qu'il vous le raconte. Donc je vais simplement vous raconter le début de l'histoire. Et même à ça, il y a tellement de trucs qui se passent dans ce jeu-là que je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de passer certains bouts du début de l'histoire. Et ça commence pas plus tard dans l'histoire et tout d'un coup, wow, flashback, et là vous commencez tout ça. D'abord, je devrais dire que le jeu marche de la façon où toutes vos actions ont une influence. Et en fait, je ne peux pas dire ça parce que c'est pas vous. Je vais dire ça, on va simplifier les choses. Les actions que vous faites ont des impacts sur le jeu que vous jouez. On est dans cette ère de jeu-là et le jeu l'implémente lui aussi. D'une manière meilleure que Until Dawn selon moi, mais bon, quand même. Pour ce qui est de l'histoire, on commence avec un peu l'histoire du monde, comment les monstres et les humains vivaient en harmonie jusqu'à ce qu'il y ait une guerre et que les monstres aient été bannis dans le monde souterrain. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un Undertale. C'est pas T-A-I-L, c'est Under, T-A-L-E. C'est l'histoire qui se passe dans les souterrains du monde. Et vous vous aventurez dans une montagne et tombez dans un trou. Dans ce trou, vous vous réveillez sur un banc de fleurs et une personne s'approche de vous, une personne qui est en fait une chèvre anthropomorphe et qui commence à s'occuper de vous d'une manière maternelle. Par contre, évidemment, vous voulez sortir de ce monde-là, vous voulez retourner d'où vous venez dans votre monde, donc vous décidez de la quitter et vous devez la convaincre de vous laisser partir et continuer votre histoire. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et je pourrais, honnêtement, aller plus en détail. Je pourrais vous parler énormément d'histoires. Il y a tellement de personnages avec tellement de trucs qui se passent avec ces personnages-là, mais je ne pourrais pas aborder un seul de ces personnages-là de plus sans commencer à parler. Je suppose que peu importe, parce que ça arrive, peu importe qu'est-ce qui passe, je pourrais vous dire que d'ailleurs, lorsque vous décidez de quitter votre nouvelle, entre guillemets, mère, vous rencontrez un jeune squelette qui s'appelle Sans, mais nous allons parler de lui plus tard. Donc, voici Undertale. Maintenant, nous allons retourner en musique, et lorsqu'on va revenir, je vais vous parler, comme l'intro, mon intro qui était très bonne et très drôle, et je n'entendrai rien du contraire, le disait, nous allons parler d'adaptation littéraire. Et c'est donc ça qu'on va faire après. Nous allons retourner en musique cette fois-ci avec une cover de I'm Just Your Problem, telle qu'interprétée par Nathan Sharp.
ainsi que le thème de Pokémon Johto tel qu'interprété également par Nathan Sharp, mais également Matthew Patrick. Tout ça se fera sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Sorry, I don't treat you like a goddess. Is that what you want me to do? Sorry, I don't treat you like you're perfect. Like I. Donc c'était I'm Just Your Problem et Pokémon Johto, les deux tels qu'interprétés par Nathan Sharp. Et je vous ai présenté énormément de chansons de lui ces dernières semaines, mais honnêtement, c'est parce qu'il sort tellement de chansons à chaque semaine, ils sont tellement de bonne qualité que je pourrais carrément continuer de faire ça pendant tout le temps que je pourrais être ici et il y aurait toujours quelque chose de nouveau à vous présenter. Je ne pourrais plus vous le recommander. Donc, c'est Nathan Sharp sur YouTube ou Nate Wants to Battle en un seul mot. Donc, Nate Wants to Battle. Re-bienvenue à BRB. Cette semaine, nous parlons de Undertale et nous passons à la deuxième étape qui est de présenter les principes de ce qu'est une adaptation littéraire. Et lorsque nous parlons d'adaptation littéraire, il y a 4 sujets, 4 concepts qui sont très 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 importants. C'est-à-dire l'addition, la soustraction, la substitution et la morale. Il y en a une de ces 4 là qui ne fit pas avec le reste. Mais bon, ça reste quand même que c'est ça. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle d'adaptation, on ne peut pas parler d'adaptation sans parler d'addition. Et ces additions-là, ça peut être des actions, des événements, des lieux, des personnages à la composition originale. Si on prend un exemple, et à chaque fois, je vais vous donner un exemple de Alice de Patrick Sénécal parce qu'il s'agit d'une adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Et en revenant de la pause la prochaine fois, je vais vous parler comment est-ce que Undertale est une adaptation en soi d'Alice au Pays des Merveilles. Ce qui, en soi, apparemment, n'a jamais été fait sur Internet. Une première. Une primeur. Donc, l'addition, c'est l'ajout d'une action, d'un lieu, d'un personnage à la composition originale. Par exemple, dans la trilogie du Hobbit, il y avait l'addition du personnage Legolas, qui, normalement, n'apparaissait que pendant le Seigneur des Anneaux, mais qui a été ajouté à l'histoire du Hobbit. Et lorsqu'on parle de Alice de Patrick Sénécal, Alice avec 2 S, Patrick, Monsieur Sénécal, ajoute les personnages de Mickey et de Minnie qui sont les sadomasochistes dans l'histoire. Ce sont eux qui apparaissent à la toute fin lorsque Alice rencontre enfin la Reine Rouge et tout ça. Je vais pas en parler plus que ça au cas où il y en a qui veulent le lire ou qui en ont déjà entendu parler mais qui attendaient pour le lire. Mais c'est l'ajout de personnages, c'est pas... Évidemment, c'est pas une soustraction parce que c'est un élément qui est en plus, mais ce n'est pas non plus une substitution à quelque chose qui y avait déjà dans le conte original d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Maintenant, une adaptation peut également soustraire des éléments. Que ce soit, encore une fois, que ce soit des actions, des lieux, des personnages, et encore une fois, la composition générale. Si on prend par exemple le tout premier Harry Potter, il y a bizarrement énormément de personnes qui ont parlé de comment ils ont enlevé l'épreuve des potions à la fin du premier film d'Harry Potter, où Harry devait choisir la bonne potion qui servirait à passer les flammes, et c'est à ce moment-là que Hermione fait « Ah, c'est cette potion-là et tout ça ». Ça a été enlevé. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a un film qui sort basé sur un livre, et je dis pas que tous les films qui sont basés sur un livre sont bons, même s'ils ne suivent pas la composition générale, mais c'est carrément impossible d'avoir une adaptation qui ne fait pas certaines additions ou certaines soustractions. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas la composition générale, c'est carrément un autre objet en tant que tel. Donc c'est tout à fait normal. Et que si vous espérez avoir exactement la même chose que la composition générale, allez-y, allez relire le livre carrément. C'est la seule chose qui pourrait possiblement vous fournir cette satisfaction-là. Ceci dit, maintenant que ceci est dit, la substitution
Évidemment, si la soustraction, c'est enlever des éléments, l'addition, c'est d'ajouter les éléments, la substitution, c'est de prendre quelque chose qui était dans le conte, qui servait à une certaine... qui avait un but spécifique, et de le remplacer par une autre chose, mais qui a également ce même but spécifique-là. Et lorsqu'on parle encore de Alice de Patrick Sénécal, on pense notamment à énormément de trucs. Si on parle déjà en partant, l'histoire se déroule à Montréal plutôt que dans le Pays des Merveilles. Le pays Montréal sert quand même de purgatoire où Alice doit y rester jusqu'à ce qu'elle apprenne à se connaître et tout ça. Et c'est exactement la même chose que le Pays des Merveilles. Les deux servent le même but, mais ils sont différents. Côté personnage, évidemment, la Reine Rouge, c'est la Reine Rouge. Mais on a entre autres la chenille qui parle avec Alice. En fait, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc le 6 n'était pas nécessaire. Dans le conte original. Et dans la reprise de Patrick Sénécal, nous avons le personnage de Véru, qui demande constamment à Alice d'aller lui chercher des drogues et tout ça, mais qui lui offre également des... je veux dire advice, mais ça c'est un anglais. C'est non seulement un anglicisme, c'est juste le mot anglais, mais qui lui dit ce qu'il ferait. Là. C'est... Ah, merde. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça reste quand même le but de Véru, comme c'était le but de la chenille dans le conte original. Non seulement ça, mais il faut... non, je peux pas, c'est à la fin du livre. Ceux qui ont lu Alice savent ce que je veux dire, qu'est-ce qui arrive avec Véru. Sinon, je me lance pas là-dedans. Finalement, et c'est... On peut dire que c'est carrément le point qui est le plus important, c'est la morale. Les deux histoires doivent avoir le même but en fin de compte. C'est d'ailleurs ça qui fait que c'est une adaptation. Si les personnages ne cherchent pas le même but, n'apprennent pas la même chose à la fin de l'histoire, ce n'est pas une adaptation. C'est ce qui fait en sorte que c'est une adaptation. Et ça, c'est vraiment le point qui est le plus important. Et vous pouvez être certain que ça va revenir dans quelques instants. Je veux dire, en revenant, je vais probablement explorer 3-4 points maximum, mais ça, c'est certain. Si on parle d'Undertale, que ça va revenir. Donc, ceci étant dit, c'est à peu près ce que vous devez savoir sur ce qu'est une adaptation. On retourne en musique. Cette fois-ci, nous allons retourner avec les chansons de la web-série Ruby, qui d'ailleurs a commencé sa 3e saison. Non seulement ça, mais son jeu vidéo est sorti très très récemment, début décembre, sur Steam, dans le Early Access. Donc, il reste encore du développement à faire. Donc, voici, pour célébrer ça et ce développement-là, pour cette série-là, voici I Burn et This Will Be the Day. Donc, vous écoutez tout cela sur les ondes de CFAC 88.3. Nous venons donc d'entendre This Will Be the Day et I Burn, les deux de la première saison de Ruby, qui est une web-série qui se trouve sur YouTube, qui est maintenant, comme je l'avais dit avant la pause, dans sa 3e saison. Et vous pouvez donc écouter cette web-série-là sur la chaîne de Rooster Teeth sur YouTube, donc ROOSTERTEETH, le fond dans le coq, mais en anglais. Re-bienvenue à BRB. Nous parlons aujourd'hui de Undertale. Nous avons parlé de ce qu'était une adaptation littéraire. Et maintenant, nous allons voir comment tout cela s'applique à Undertale. Donc, comme je l'avais dit auparavant, j'avais regardé un peu ce qui s'était dit à propos du fait qu'Undertale serait une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. La seule chose que j'ai vue, et c'était vraiment le plus loin que le monde avait poussé ça, et ce qui m'a quand même tout à fait surpris, c'était que l'histoire se ressemblait parce qu'il s'agit de l'histoire d'une jeune fille
qui se retrouve dans un monde de monstres et qui cherche à retourner chez elle. Ce qui n'est pas faux, mais ça va tellement plus loin que ça. Donc, voyons voir les faits. Pour commencer, nous allons parler du monde. Le monde en tant que tel. L'histoire, comme j'avais dit, est tout à fait semblable, mais comme j'avais parlé un peu avant la pause, le monde d'Alice au Pays des Merveilles sert un peu de purgatoire. C'est là où elle apprend à apprendre sur elle-même. C'est là où elle apprend qui elle est. Pour ce qui est d'Undertale, sans que ce soit explicitement pour ça, sans que ce soit nécessairement un monde qui est imaginaire, qui sert, qui a une espèce de scénario qui sert à ça, le but du jeu, et je parle déjà de but de jeu, mais bon, le monde sert quand même à ça, parce que le jeu, vos actions définissent la personne que vous allez devenir à la fin du jeu. Donc, le monde, c'est cette espèce de purgatoire-là qui garde le personnage principal prisonnier de ça, et qui d'ailleurs, les monstres ne peuvent pas échapper à ce monde-là parce qu'il faut 7 âmes d'humains pour pouvoir ressortir. Donc, c'est carrément quand même, comme j'avais dit, c'est carrément une scène qui est mise en place là, qui est carrément là pour permettre au personnage principal de se développer et apprendre qui elle est. Donc, de ce côté-là, il n'y a absolument aucun doute. Cependant, il y a quand même d'autres choses. Entre autres, je pense à Sans, que j'avais parlé plus tôt, parce qu'il y a 2 squelettes dans le jeu, et les 2 squelettes ont un nom de font, d'écriture. Il y a le plus vieux d'entre eux qui est Papyrus, mais il y a le plus jeune d'entre eux qui s'appelle Sans. Et à la fin du jeu, vous êtes jugé par... C'est pas vraiment les mots à dire, mais c'est... Sans vous accueille juste avant le dernier boss et il vous dit « Ah, tu t'es... » L'espèce de speech, genre, ah, tu as grandi pendant ce jeu. Donc, Sans sert à ça. Et Sans, non seulement ça, mais c'est un squelette qui sourit en permanence. Disons, autre que pour des raisons qui seraient évidentes. C'est-à-dire, c'est un squelette, il ne peut pas s'empêcher de sourire, il y a toujours les dents qui sont là. Ça paraît quand même dans son design qu'il sourit en permanence. Ceci dit, non seulement ça, mais il apparaît et disparaît de partout. Parfois, il peut disparaître à gauche de l'écran, réapparaître à droite de l'écran. Il peut décider d'empiler une centaine de saucisses à hot dog sur votre tête. Il peut décider de faire ce qu'il veut. Il y a une espèce de contrôle immatériel de ce monde-là. Et ça, cette espèce de ce contrôle-là ressemble au Cheshire. C'est au chat de Cheshire, je crois, en français. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles qui apparaît, qui disparaît. Et lorsqu'il apparaît, la première chose qu'on voit, c'est son sourire et il peut disparaître à sa guise. C'est une espèce de présence immatérielle qui est clairement là, mais qui a une espèce de contrôle qu'on ne comprend pas. Ça, c'est le chat de Cheshire. Et c'est également le contrôle qu'a Sans dans Undertale. Finalement, il reste bien d'autres choses. Je pourrais vous en parler énormément, mais entre autres, il y a la morale de l'histoire. Et la morale de l'histoire, j'en ai déjà un peu touché. Je l'ai déjà un peu touché en parlant du monde, mais la morale de l'histoire, c'est surtout d'entrer dans ce monde-là pour pouvoir apprendre à mieux se connaître. Et ça, dans Alice au Pays des Merveilles, j'en ai un peu parlé avec Alice au Pays des Merveilles, mais pas tant que ça, j'en ai parlé énormément avec Undertale déjà, mais c'est la raison principale, c'est la raison d'être d'Alice au Pays des Merveilles, au point tel où, à la fin du roman, ce qui se passe, et la chose qui se passe, c'est que Alice se fait carrément juger au tribunal par la Reine Rouge sur qui elle est. Et là, elle se fait questionner, qui êtes-vous, tout ça. Et Alice, évidemment, n'arrive pas à répondre à ça et finit par s'enfuir et tout ça. Donc, du moins dans le conte de Disney. Ça se passe un petit peu différemment dans le livre. Et ça, c'est l'espèce d'événement dans l'histoire qui vous indique à quoi sert l'histoire. Et l'histoire sert à ça, tout simplement.
Ceci dit, il y a énormément d'autres choses. énormément. Si j'en prends un pour hasard, par exemple, évidemment, je vais parler du boss de la fin, et là, ça va être très, très touché, parce que je vais vous parler de la nature du boss, sans vous dire qui est le boss et quel est le rôle de ce boss-là. Mais, ça va être dur, mais bon. Pour Alice au Pays des Merveilles, et ce n'est pas le boss de la fin, mais c'est plutôt une créature qui se retrouve dans un poème écrit par Lewis Carroll, qui l'a lui-même mis dans Alice au Pays des Merveilles. Et dans ce poème-là, il parle d'une créature qui est presque dragonique, presque chimérique, qui a une bouche de poisson et tout ça, et qui a des écailles de dragon et tout ça. C'est une espèce de chimère, mais pas une chimère comme on est habitué mythologiquement. C'est vraiment une espèce d'amalgame de créature qui est tout à fait bizarre. Et sans vous en dire plus long, ça finit pas mal avec une créature comme ça. Donc c'est intéressant de voir à quel point ça en retourne à ça. Et honnêtement, ça aurait pu être n'importe quoi. Je dis ça, mais je dis rien en disant ça, honnêtement. Donc ça, c'est Undertale, et ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et c'est quand même étonnant, parce qu'on parle quand même de l'Internet ici, l'Internet qui a carrément des théories sur à peu près n'importe quoi, qu'est-ce qu'on veut. Ne pas penser au fait que Undertale aurait pu être une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Pour moi, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant. Ceci dit, maintenant que la théorisation est comme complétée, pour moi, j'ai parlé d'adaptation littéraire et tout ça. Je vous dirai pas comment, mais en fait, je vais vous le dire plutôt de regarder pour ce détail-là. La Reine Rouge, qui est l'antagoniste d'Alice au Pays des Merveilles, est présente dans Undertale. Je vous ne dirai pas comment, mais je peux vous assurer que c'est plutôt une substitution plus que une représentation exacte. C'est quand même... Regardez comment est-ce que c'est illustré et tout ça, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir différentes interactions et tout ça. Et c'est vraiment difficile. C'est un sujet difficile à toucher parce que c'est un jeu qui mérite complètement d'y jouer par vous-même. Et si vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là, que ce soit parce que vous ne pouvez pas y acheter tout ça, tout le monde y a joué sur YouTube. Et je sais que le jeu va continuer d'être populaire parce que Markiplier, qui est quand même la chaîne avec la croissance la plus grande sur YouTube, n'y a pas encore joué, mais compte bien jouer. Donc, c'est l'ascension de la popularité pas encore terminée. Mais il y a Game Grumps qui a joué, mais je dois vous recommander Press Hard to Continue sur YouTube parce qu'elle y a joué 2 fois pour voir 2 différentes facettes de ce jeu-là. Il y en a plus, mais quand même, ça permet d'avoir 2 différentes facettes de ce jeu-là. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Nous allons retourner en musique. Cette fois-ci, nous allons aller avec Bujo et la chanson Dans la Lune sur les ondes de CFAC 88.3. Et je vous reviens tout de suite après la pause. Aidez-moi à me réveiller, aidez-moi à me réveiller, aidez-moi à me réveiller. Nous venons donc d'entendre Dans la Lune de David Bujo. Et c'est à peu près tout déjà pour BRB. Pour terminer, je veux prendre un petit peu quelques minutes pour parler de moi de manière tout à fait critique. Comment je vois le jeu, parce que j'ai été quand même... évidemment, c'est pas objectif, mais j'ai essayé de vous donner une description quand même le plus objectif que je puisse être du jeu, du gameplay, tout ça, expliquer comment c'était et expliquer l'adaptation. Et là, c'est sûr que c'est à ce moment-là que ça devient un peu plus subjectif, mais comment est-ce que Alice au Pays des Merveilles est représentée dans Undertale. Mais personnellement, c'est pas un jeu, moi, que je jouerais personnellement. C'est le style JRPG en tant que tel ne m'intéresse pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même répétitif et honnêtement, je trouve que le pacing de l'histoire est quand même assez bizarre, mais je réalise quand même que c'est
juste moi, parce que en regardant comment cette histoire-là a été écrite et la profondeur que cette histoire-là là, et c'est c'est quand même une qualité qu'on trouve très 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 rarement dans les jeux de nos jours. Alors évidemment il fallait que ce soit de jeux indépendants, ça c'était certain. Mais ouais, personnellement, je serais ridicule et simplement stupide de ne pas vous recommander ce jeu-là. Parce que même si vous ne l'aimez pas comme moi, je ne l'ai pas nécessairement aimé, je ne peux m'empêcher de le trouver d'être une qualité qui est quand même tout à fait exceptionnelle. Et donc, à quiconque veut l'essayer, je ne peux que vous le recommander. Évidemment, pour certains, c'est le style JRPG, le style un peu 16 bits qui ressemble un peu à Earthbound, ça peut un peu faire en sorte que certaines personnes ne veulent pas y jouer. C'est tout à fait comprenable, mais regardez un let's play, quelque chose comme ça, l'histoire est quand même tout à fait remarquable et la profondeur de l'histoire, si vous regardez quelqu'un qui y joue bien, est tout à fait remarquable. Donc, Lead des métal dans quelques instants sur les ondes de CFA 88.3. Mais avant cela, nous allons avec une dernière chanson de Tropique du Cancer et la chanson Fun Air. Et donc,